Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, nous sommes jeudi, avec aujourd'hui dans la critique du jeu, fin de journée, grave, SSX, ensuite un des 6 Exil, la rubrique smartphone, auto et on commence avec les news. C'est très dur aujourd'hui, c'est tellement dur que je ne vais plus présenter et je vais laisser la place à quelqu'un et ça va être ce 101%, celui-là va être le 101% le plus vu de l'histoire des 101%. J'annonce. Il y a quelques jours, on vous parlait de Combat Wings, un shooter prenant place lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, c'est au tour de Konami de présenter sa propre simulation de combat aérien avec le trailer de Birds of Steel. Tout comme Combat Wings, le jeu de Konami se déroulera entre 39 et 45 et vous mettra aux commandes d'avions japonais, allemands et américains de l'époque pour des dogfights que l'on nous promet plein de réalisme. Birds of Steel est prévu pour le premier trimestre de cette année et sortira à la fois sur Xbox et PS3. On vous parlait il y a quelques mois d'un énorme bug concernant Zelda Skyward Sword, pouvant vous bloquer définitivement dans votre aventure et vous empêcher de terminer le jeu. Pour rappel, ce bug se déclenche lors de la quête du champ du héros, dans le cas où vous décidez de commencer par le désert de l'Anel et de parler au Goron à l'entrée de la mine. Quand on connaît la technique, il est très facile de contourner ce problème, puisqu'il suffit de faire cette quête dans un autre ordre, en commençant au choix par la forêt de Firon ou le volcan d'Ordin par exemple. Mais pour les malheureux qui ont parlé à Venturo, il existe heureusement une solution, ou plutôt deux. Cette astuce existe depuis un certain temps déjà, mais on tenait quand même à vous la communiquer. Il existe sur le site internet de Nintendo une page un peu cachée qui indique des démarches à suivre pour régler cet ennui. Si votre console est connectée à Internet, il vous faut télécharger la chaîne mise à jour des données de The Legend of Zelda Skyward Sword qui se chargera de réparer votre sauvegarde. Dans le cas où votre console ne dispose pas d'une connexion, c'est un peu plus galère. Vous devez copier votre sauvegarde sur une carte SD, la transférer sur un ordinateur et envoyer le fichier à Nintendo qui vous retournera votre sauvegarde sans le bug. Il est clair qu'on aurait préféré une mise à jour corrigeant purement et simplement le bug, mais ces deux solutions ont au moins le mérite de permettre aux joueurs de continuer leur partie. Pour plus d'informations concernant les procédures à effectuer, il vous suffit de vous rendre à cette adresse. Avec près d'une dizaine d'épisodes à son actif, le party game le plus populaire de Nintendo n'a pas toujours rimé avec qualité. Et malgré 3 premiers volets unanimement salués par la critique, on a coutume de dire que la série a perdu en intérêt à chaque itération. La faute certainement à une redondance qui s'est soldée par la mise en veille de la licence, dont on n'a plus vraiment entendu parler depuis ces dernières années. C'est donc avec des idées plein la tête et avec la furieuse envie de se renouveler tout en gardant son esprit que Nintendo s'apprête à sortir son Mario Party 9. Premier changement, Mario et sa bande se déplacent désormais sur un même véhicule, mais il est toujours question de lancer les dés tour après tour afin de naviguer sur les cases de ce jeu de loi virtuel. Au programme, pas moins de 80 mini-jeux seront proposés, parmi lesquels on comptera parties de bowling déjanté, murs d'escalade et course à dos de Bullet Bill. Il n'y a pas de doute possible, Mario Party 9 s'annonce toujours aussi mignon et convivial. Quant à savoir s'il sera donné un second souffle à la série, nous verrons ça dans un prochain 101% où il fera l'objet d'une critique. Je vous présente le nouvel animateur de 101%, Ten. Ten? Ten? Bonjour. Et comme vous pouvez le voir, Ten adore les glissades. C'est parce qu'il joue à SSX. SSX est l'une des séries emblématiques de l'ère PlayStation. Apparue sur PS2 en 2000, elle s'est très vite taillée une solide réputation pour finalement briguer le statut de série culte dès l'année suivante avec l'immense SSX Tricky. La série s'est ensuite gentiment développée pour céder à la grande mode des jeux open world avec SSX 3 en 2003 qui sera suivi d'un update appelé SSX On Tour en 2005. SSX Blur, exclusif à la Wii, sortira quant à lui en 2007 et sera le dernier SSX à sortir jusqu'à aujourd'hui. 5 ans. Il aura fallu attendre 5 ans, voire 7 si l'on oublie l'épisode Wii, pour assister enfin au retour de SSX. La version 2012, sobrement intitulée SSX, se présente comme un reboot reprenant les personnages emblématiques de la saga, le côté Open Mountain de SSX 3, la barre Tricky de SSX Tricky, le tout à la sauce Survival avec une forte dimension sociale, rappelant les efforts faits dans ce domaine par Electronic Arts avec la série Need for Speed. Mais finalement, SSX doit de répondre à une unique attente, être fun, autant en tout cas que ses aînés.
ça va être à toi. 4 modes de jeu sont intégrés dans ce SSX. Le classique World Tour, qui se présente comme une énorme démo du jeu, le mode exploration, avec ses ghosts et ses 153 médailles, le mode épreuve monde, qui aligne des épreuves en ligne en continu, et enfin, le mode RiderNet. Inspiré du système Autolog, développé par Criterion Games pour Burnout Paradise et Need for Speed Hot Pursuit, ce dernier est une espèce de réseau social interne au jeu où chacun peut voter, échanger ou défier ses amis. Mais revenons sur le mode World Tour. Celui-ci sera en effet votre premier contact avec le jeu, les autres modes se débloquant au bout de 2 courses. Il intègre ainsi un tutoriel dans les airs, façon Skysurf, où il vous sera possible de vous familiariser avec les figures ou tricks du jeu, sans contrainte de temps ou la crainte de vous ramasser. Déjà, 2 configurations sont accessibles, bouton ou stick analogique droit. Si vous utilisez le stick, il conviendra de réaliser des figures via de petits mouvements sur ce dernier, un peu à la manière des dernières productions sportives d'Electronic Arts, telles que Skate ou FIFA. Si vous utilisez les boutons, à l'ancienne donc, chacun correspond à un grab sur un côté de la planche, auquel on peut rajouter des modificateurs, en enchaînant 2 boutons rapidement, ou en appuyant simultanément sur une gâchette. Le stick gauche peut également être mis à contribution et contrôle le corps de son rider tout entier, afin de réaliser des spins et autres flips. Les tricks s'enchaînent bien, et leur réalisation, sans être complexe, nécessite un minimum de pratique, pas de souci de ce côté-là. D'autant qu'il conviendra de varier ses figures si l'on souhaite scorer correctement. Les sensations de jeu sur neige sont agréables, sans être non plus d'un réalisme absolu. Il sera nécessaire de sauter sur les tremplins afin de décoller et d'enchaîner les figures avec l'ampleur nécessaire. Une bonne réception étant bien entendu de mise, vient un repositionnement de son personnage dans les airs, s'effectuant à l'aide du stick gauche. Moins punitif que dans SSX 3 par exemple, qui intégrait une jauge de rétablissement, une réception ratée vous fera perdre de précieuses secondes et diminuera votre multiplicateur de combos. Enfin, si vous enchaînez bien, votre jauge tricky se remplira pour vous permettre, au choix, de booster ou de réaliser des uber tricks en passant en mode tricky puis en mode super tricky. Outre les tricks à base de grab et les figures aériennes réalisées à l'aide du stick gauche, il est bien entendu possible d'effectuer des rails, soit de glisser sur l'une des nombreuses barrières rouges intégrées aux pistes. Si glisser sur une barrière se fait automatiquement, sans autre nécessité pour le joueur que de se placer correctement, effectuer un rail sur un élément du décor, comme une crête ou un arbre couché sur le sol, nécessitera l'utilisation d'une gâchette. Volontairement très accessible, le mode World Tour vous permet de faire le tour des 9 descentes de la mort, correspondant autant de massifs montagneux à travers le monde. Alaska, Patagonie, Rocheuse, Antarctique, Alpes, Afrique, Himalaya, Sibérie et Nouvelle-Zélande. À ces 9 massifs se greffe un 10e, le mont Fuji, exclusif à la version PS3. L'accessibilité de ce mode est due au fait qu'après un certain nombre d'essais manqués, le jeu vous propose automatiquement de passer à la course suivante sans avoir à subir la moindre pénalité. On notera aussi la présence d'une fonction Rewind, pour le coup indispensable et bien exploitée. Bien exploitée car elle vous pénalise énormément. Le fait de rembobiner une descente ne changera en rien le défilement du chrono ou le parcours de vos adversaires qui continueront leur course sans être affectés par votre Rewind. Indispensable car les descentes se font très souvent à fleur de précipice. Le rewind permet ainsi de ne pas relancer sans cesse la même course, ce qui aurait été le cas autrement. Si les pistes de ce SSX sont nommées descente de la mort, ce n'est pas pour rien. Vous noterez qu'entre chaque course, un menu vous permet de modifier votre équipement et d'acquérir de nouvelles combis, planches ou matériels spéciaux dans une boutique. On précisera d'ailleurs que les items proposés le sont en quantité limitée et qu'il faudra acquérir les équipements disponibles pour en obtenir de nouveaux. De la pertinence de votre équipement dépendra votre pourcentage de chance de survie précisé à chaque course. Inutile donc espérer arriver au bout de certaines descentes sans l'équipement adéquat. Ce nouveau SSX mise tout sur la notion de survie avec des courses dédiées très nombreuses, voire plus nombreuses que les courses pures ou les compètes de tricks. Ce qui ne manquera pas d'agacer les amateurs de SSX Tricky. Les courses survie nécessitent des équipements très variés, comme une lampe torche pour les descentes truffées de grottes et autres tunnels, une protection thermique nécessaire pour ne pas mourir de froid, ce qui ne vous empêchera pas de devoir booster dans les zones à l'ombre du circuit, une armure qui viendra amortir les chocs avant que ces derniers n'entament votre jauge de santé, ou encore la wingsuit, indispensable pour franchir certaines crevasses. Cette variété est à la fois une qualité et un défaut. Lors des descentes survie, il est rare d'avoir l'opportunité de trickser en toute liberté, ce qui peut s'avérer frustrant pour une catégorie de joueurs. On notera aussi que les personnages sont imposés dans le mode World Tour, puisque c'est dans ce dernier qu'on débloquera la Team SSX au grand complet. Si le mode World Tour est une grosse démo du jeu, le mode exploration lui vous permet d'engranger des médailles, de monter le personnage de votre choix, de l'équiper de façon plus conséquente, d'utiliser des modifs, soit des bonus boostant vos stats le temps d'une descente, de larguer des géotags dans les coins les plus reculés des massifs montagneux parcourus, et surtout de laisser votre empreinte sur les pistes. Une empreinte en forme de ghost qui vous rapportera des crédits s'il parvient à surpasser les joueurs qui tenteront de le battre. Mais le plus gros morceau du jeu, c'est bien sûr le mode épreuve du monde, soit le mode en ligne. Pour y avoir accès, il conviendra de rentrer le pass en ligne fourni avec le jeu, une mesure anti-occasion désormais monnaie courante chez les gros éditeurs. Une épreuve du monde est une compétition limitée dans le temps, avec ses propres règles, comme l'interdiction d'utiliser la fonction Rewind, qui vous opposera à un maximum de 100 000 joueurs. Pour accéder à la majorité de ces épreuves, il faudra s'acquitter d'un coup de largage qui viendra constituer un énorme pot, comme au poker, que les riders les mieux classés se partageront ensuite.
Pour y avoir joué toute une nuit avec des potes, comme à la grande époque des SSX Tricky et autres SSX3, ce SSX nouvelle génération, orienté multi-survie, tient la route. Fluide, sans pour autant tourner en 60 images par seconde, assez joli, sans être non plus la claque graphique attendue, il innove en proposant des courses orientées survie, nécessitant l'utilisation de gadgets variés. Les joueurs qui souhaitent avant tout réaliser des tricks seront sans doute agacés par cette nouvelle orientation. Malheureusement, ils ne seront pas les seuls. Une partie du contenu proposé par ce SSX est en effet trop dirigiste, trop try and error, bref, trop survie et pas assez fun. Descendre une piste dans le noir, avec pour toute lumière une torche collée sur le front, qui n'éclaire qu'une toute petite partie d'un circuit en forme de dédale de tunnel truffé de crevasses, n'a rien d'amusant. Mais alors, rien du tout. On tombe sans arrêt pour rewinder toutes les 10 secondes, le rewind étant heureusement infini dans ce type de course, avec pour seule envie celle de finir la course, afin de passer à la suivante et de ne plus jamais y revenir. On regrettera aussi la disparition du multi local. Heureusement, il est avantageusement remplacé par un multi en ligne complet, très communautaire dans l'esprit, avec quelques excellentes idées comme ces ghosts rapportant des crédits alors que vous n'êtes pas connecté, ou ces compètes ouvertes, limitées dans le temps, où les meilleurs se partageront un pot global d'entrée. Imparfait, avec quelques portions de pistes mal calibrées, ce SSX assure l'essentiel et ose innover dans plusieurs domaines, via l'ajout de gadgets intéressants comme la wingsuit permettant de varier intelligemment le gameplay. Les sensations de vitesse sont bien retranscrites, la voix française commentant vos actions tout à fait supportable, la sélection musicale excellente, l'interface utilisateur, quoique clairement moins épatante et novatrice que celle de SSX On Tour, assure l'essentiel, même si la boutique n'est pas un modèle d'ergonomie, mais ce que l'on appréciera avant tout, ce sont les descentes dans de larges vallées, avec de nombreux chemins et des possibilités de tricks infinis. Là, le jeu donne toute sa saveur, même si une nouvelle fois, on sent qu'un petit cap technique supplémentaire aurait pu être franchi, le jeu ne tournant pas en 60 images par seconde. Non, 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 non. Non, non. Si tu continues comme ça, je vais te mettre en exil. C'est le sujet d'un des 6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Parfois sort un jeu dont la singularité brille telle une étoile capable de montrer le chemin hors d'un sombre océan de conformité. À sa sortie en avril 2005, Exil a été l'un de ces jeux, un univers unique et ambitieux qui a su marquer le renouveau de la création rôlistique française. Bienvenue sur Exil, la lune recouverte d'un océan noir, où sur les antiques nécropoles cyclopéennes des anciens se dresse désormais une cité d'acier, tout à la fois brillante et décadente, sublime et malsaine. La lune d'Exil gravite autour de Forge, une froide planète où de multiples cités-états se livrent à un conflit permanent. Les Exiléens, eux, regardent de haut les primitifs Forgiens. Pourtant, les humains qui peuplent ces deux mondes ont des origines communes, ailleurs. Ce sont les anciens qui les enlevèrent à leur monde natal pour en faire leurs esclaves, bâtissant pour leurs maîtres de gigantesques tombeaux sur la lune aquatique. Mais la race des anciens était mourante et finit par s'éteindre. Avec eux, la technologie des portes d'airain, reliant Forge et Exil, fut perdue pendant de nombreux siècles. Les humains de part et d'autre évoluèrent donc différemment jusqu'à ce que ces portes soient réactivées par les scientistes. Durant cette période de séparation, les Exiléens se réapproprièrent les palais des anciens désormais abandonnés et les tombes en ruine et en firent une cité qu'un célèbre auteur a décrit en ces mots « la perle noire d'un océan tragique ». S'étendant sous la surface de l'océan noir dans les entrailles de machines anciennes à la fonction désormais oubliée, la cité d'acier est le cauchemar anxiogène de Viollet-le-Duc, mêlant pierres antiques et armatures de métal dans un dédale inextricable de passerelles et de coursives. Plongé dans la brume et l'obscurité, Exil a donné naissance à une civilisation géniale et déviante, dirigée par le culte des machinistes et un gouvernement bureaucratique au fonctionnement incompréhensible, connu sous le seul nom d'administration. Depuis les hautes tours de la cité verticale jusqu'au tréfonds des anciens mécanismes, la cité d'Exil abrite de nombreux mystères, de sinistres complots et de sombres créatures. Les joueurs incarnent des habitants d'Exil. Ils peuvent être exiléens de souche ou d'adoption, la réouverture des portes d'airain permettant aux Forgiens de chercher fortune dans la cité d'acier. L'univers d'Exil appartenant au courant steampunk, le mode de vie des exiléens est inspiré de l'ère victorienne. On pourra ainsi incarner des personnages qui seront acteurs de théâtre, montants l'air, anarchistes, assassins, fonctionnaires, courtisanes, dilettantes, fabricants d'automates, inventeurs ou mitiers, ces acrobates qui entretiennent les passerelles d'exil au péril de leur vie. Mais malgré leur sentiment de supériorité vis-à-vis de leurs cousins forgiens, les exiléens vivent dans la peur de leur cité, de ses secrets et de ses mécanismes inconnus. Ils savent qu'ils ne font qu'occuper une structure dont le vrai fonctionnement leur échappe. Pour ne pas succomber au désespoir, les exiléens se réfugient dans une fuite en avant permanente,
une quête sans fin des plaisirs terrestres grâce auxquels ils tentent d'oublier leurs angoisses. Cette quête permanente de l'oubli est nommée le détachement. Exil utilise un système de jeu assez simple à base de dés à 12 faces. Lorsqu'un personnage tente d'utiliser une compétence, que l'on nomme des talents dans ce jeu, il commence par appliquer un bonus ou un malus lié à la difficulté de l'action au score qu'il possède dans ce talent. Par exemple, disons que le personnage veut utiliser son talent orateur pour calmer un groupe d'ouvriers en grève qui occupe une ancienne machine. Le personnage possède un score de 11 dans le talent. Le meneur de jeu, l'administrateur, décide que les ouvriers étaient énervés. Un malus de -2 s'applique. 11 - 2 égale 9, on a donc un seuil de réussite de 9 pour cette action. Le joueur va donc lancer un des 12, et s'il obtient un score inférieur à 9, ce sera une réussite. Exil est un jeu de rôle à la richesse incomparable. Chaque page regorge d'idées et l'univers est extrêmement fouillé. La description des différents aspects de la cité lunaire a bénéficié d'un travail énorme, et le livre de base décrit également les nations de Forge, si jamais les joueurs souhaitent élargir leurs horizons. Le système de jeu est simple et laisse la part belle à l'imagination et l'interprétation. Bref, Exil, le jeu de rôle, est à l'image de sa cité une perle noire. Le seul reproche que l'on pourrait faire est que le matériau est tellement touffu qu'il est facile de s'y perdre. Mais il est indéniable que l'on prend plaisir à s'égarer dans les dédales steampunk d'Exil qui tiennent tout autant de Jules Verne que de Kafka ou de Lovecraft. A noter que les auteurs du jeu, à commencer par Emmanuel Garbi, ont formé le collectif Ballon Taxi et plus tard les éditions John Doe. Exil, qui fut donc leur premier jeu, annonce déjà la patte John Doe, un éditeur qui s'est toujours démarqué par ses systèmes de jeux simples et originaux et ses univers débordants de créativité. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Et maintenant, c'est la rubrique smartphone dans l'émission. Oh, mais je vois que quelqu'un est déjà intéressé par cette rubrique. C'est tellement mignon. On attaque cette rubrique avec une petite news qui commence à dater mais reste tout de même d'actualité. Vous vous rappelez de Jetpack Joyride? Nous en avions parlé il y a de cela quelques mois. Développé par les studios Halfbrick qui ont explosé suite au succès de leur Fruit Ninja, ce one-button game permet de contrôler les sauts d'un petit Rick Dangerous équipé d'un jetpack. Une pression sur l'écran permet ainsi de faire décoller le jetpack ou de le maintenir dans les airs en laissant son doigt appuyé. L'écran, lui, défile tout seul en allant de plus en plus vite, l'objectif étant bien entendu d'aller le plus loin possible en se déjouant des obstacles. Pour ce faire, des véhicules ou appareils spéciaux peuvent être récupérés, comme un téléporteur, la moto de Terminator 2 avec shotgun intégré, un battle mech ou encore un dragon mécanique tout droit échappé du Shoot 'em Up Sandragon sur les 16 bits. Visuellement très sympa, fluide et férocement addictif, ce Jetpack Joyride eut en plus l'intelligence d'intégrer des mini-défis permettant de monter en grade et de gagner de l'argent qui sert à customiser votre perso ou à acquérir des bonus provisoires. Du coup, le jeu est moins répétitif que la plupart des one-button games. Bref, tout ça pour vous dire que le jeu peut désormais être téléchargé gratuitement sur les plateformes iOS, et ce depuis les fêtes de fin d'année. A priori provisoire, cette gratuité est un cadeau des développeurs qui vient fêter le succès de leur dernier jeu, Jetpack Joyride y compris. Pas de pub donc, mais le jeu au complet. Sorti le mois dernier sur les plateformes iOS, le Shoot 'em Up Shogun Rise of a Renegade est désormais disponible sur Android. Inspiré des jeux d'arcade japonais des années 90 et plus particulièrement des jeux Cave, Shogun est ce qu'on appelle un manic shooter ou bullet hell. Votre petit vaisseau évoluera ainsi au milieu d'une myriade de projectiles, les fameuses boulettes. Le studio indé français responsable de cet excellent titre ne s'est pas contenté de rendre hommage aux grands noms du genre, comme Dodonpachi ou Ieski Galuda, pour intégrer quelques petites nouveautés liées à l'ergonomie du jeu. Cave a en effet sorti plusieurs de ses classiques sur smartphone avec le succès que l'on sait. Comme pour ces derniers, il sera possible de déplacer son vaisseau en maintenant appuyer son doigt où l'on veut dans l'écran, ce qui permet du coup de le placer sous le vaisseau, de manière à ne pas jouer à l'aveuglette. Une idée toute simple, certes, mais indispensable à la jouabilité de ce type de production sur les écrans tactiles. À celle-ci, les développeurs de Shogun ont ajouté un menu de sélection et d'upgrade des armes apparaissant juste au-dessus du vaisseau lorsque l'on relâche son doigt de l'écran. En un tapotement, on peut ainsi passer du tir normal au laser sans que cela ne perturbe le déroulement de la partie. Super beau, fluide et qui plus est mis en musique par Yubaba Smith & Fortune, Shogun est une petite merveille, alors ne faites pas la boulette de l'ignorer. D'autant plus qu'une démo est téléchargeable gratuitement, ce qui vous permettra de vous faire votre propre idée.
Oui, Death Rally, l'un des premiers jeux du studio responsable des séries Max Payne et Alan Wake, sortira bel et bien sur Android en mars, soit dans les jours qui viennent. Déjà disponible sur l'Android Market canadien et finlandais, mais également sur l'Apple Store depuis 2011, Death Rally est un jeu de casse-action vu de dessus qui a marqué les esprits à sa sortie sur PC en 1996. Renegade Ops, récemment sorti par Sega sur XBLA, Sen, l'ex-PSN et PC, renvoie ainsi directement à ce titre. On y contrôle des véhicules upgradables dans des courses dotées d'une forte dimension shoot 'em up, les graphismes très détaillés étant désormais en 3D. La maniabilité demandera un minimum de pratique et pas mal de persévérance, le contrôle du véhicule s'effectuant à l'aide d'un stick virtuel que l'on s'échinera à manipuler. Gratuite, il semblerait que cette version Android n'intègre pas de dimension multijoueur, contrairement à la version iOS qui a fait l'objet d'un gros update en octobre dernier. Un petit mot enfin sur le jeu de plateau Timeline, sorti par la maison d'édition de jeux de société Bombix. Celle-ci possède à son actif 3 jeux de société, Noé, Takenoko et Worlds, Timeline étant leur premier titre sur l'Apple Store. Uniquement destiné à l'iPad, ce titre jouable en solo ou jusqu'à 4 offline vous propose de placer des cartes sur une timeline réelle. Ces cartes sont réparties en 6 catégories: invention, découverte, événements, monuments, art et littérature et enfin musique. La partie commence par exemple avec une carte posée sur la timeline, comme la Ford T 1908. À partir de là, il conviendra de placer correctement une sélection de 5 cartes sans cesse renouvelées, en veillant à ne pas se tromper sur la date, celle-ci n'apparaissant que sur la timeline. À vous donc de décider si la dynamite, le timbre-poste, la seringue à piston ou le coffre-fort ont été inventés avant ou après 1908. Sachant que chaque fois qu'une carte est posée, la date précise apparaît, ce qui complique d'autant la pose des cartes suivantes. Surtout que vous n'avez droit qu'à un nombre limité d'erreurs et qu'un mode de jeu intègre un compte à rebours des plus stressants. Entièrement en français, contrairement aux images illustrant cette news, Timeline profite d'une excellente finition avec un tutoriel efficace, des cartes au design très soigné et une ergonomie générale tout à fait correcte. Limité en termes de gameplay, ce jeu est avant tout une mine d'informations avec plus de 100 dates à mémoriser et une bibliothèque remplie d'anecdotes. Sachez que 2 extensions payantes à moins d'€1 sont déjà disponibles, proposant 88 nouvelles dates sur le thème événement et 96 sur le thème découverte. Salut, c'est Caroline de Otto. Aujourd'hui, encore plus de musique japonaise. Ah, non, ça marche pas. Mais reviens, on s'amuse avec les gens. C'est Caroline de Otto. Et aujourd'hui, encore plus de musique japonaise. On regarde. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Otto. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Ce soir, dans Otto, vous aurez les annonces de concerts ainsi que celles des nouveautés en fin d'émission. Mais avant cela, vous aurez un live report sur le Music Bank Festival in Paris. Un concert de musique coréenne, certes, mais avec des artistes qui, pour la plupart, font pleinement partie du paysage musical nippon en ce moment. Et c'est aussi un des meilleurs concerts que j'ai pu vivre de ma vie. Il est dans mon top 10. Et j'en profite pour remercier Sylvain qui m'a accompagné pour cadrer le spectacle, car s'il n'avait pas été là, eh bien ce report n'aurait peut-être pas pu voir le jour. Alors merci Sylvain et enjoy! Le 8 février 2012 était un grand jour pour les fans de musique coréenne. C'était le Music Bank Festival in Paris dans le prestigieux Palais Omnisport de Bercy. Le Music Bank, c'est une émission de télé où les artistes viennent promouvoir leurs chansons. Elle est retransmise dans plus de 72 pays via KBS World et depuis leur show à Tokyo, ils ont entamé une tournée mondiale dont Paris est la seule date en Europe. Beaucoup d'artistes étaient à l'affiche de ce concert: Yukiss, Shiny, 4 Minute, Sista, Tiara, 2PM, Beast et les Girl Generation. Alors que les températures descendaient dangereusement en dessous de zéro, de nombreux fans n'ont pas hésité à faire la queue dès la veille et beaucoup d'autres étaient là depuis le matin. Ils n'ont pas hésité à attendre dans le froid durant des heures et des heures pour être le plus près possible de leurs artistes préférés. On a pris le premier train pour arriver, on espérait dans les premiers. On s'est retrouvés, moi je suis 519e. Moi je suis 520e. I've been here since about 3:30. I got here this morning. Et la K-pop, ce n'est pas nouveau pour eux, loin de là. About 3 years, 4 years. Yeah. 5 ans à 6 ans. Ouais, plusieurs années déjà. 2-3 ans à peu près. 2007 à peu près. Oui, j'ai commencé avec la musique japonaise en 2004 et là je suis en train de faire des études de japonais et de coréen en fait. Je suis en 2e année de licence japonais et 1re année de licence coréen.
Quelques heures avant le début du concert, une conférence de presse avait lieu à l'intérieur de Bercy. Un membre de chaque groupe était présent, ainsi que le président de KBS Entertainment et Clotaire Buche de Caramba Spectacle. Ce dernier expliquait que c'est lors du show à Tokyo que l'envie d'emmener le spectacle en France était née. Tout le monde a pu s'exprimer et ensuite ce fut l'heure du photoshoot. Les artistes ont tous joué le jeu et se sont même amusés à prononcer quelques mots en français. Pour attendre, certains dansaient, d'autres couraient pour se rapprocher de la scène, bref, tout le monde était impatient. Voilà, ils vont cracher du feu dans le ciel là. Ils vont faire plomber la salle, je sais pas, mais ça va être. Bon, j'exagère, mais je pense que ça va être un show assez énorme. J'espère. Et très vite, ce fut le début du spectacle. Après une escale à Tokyo, Music Bank continue maintenant sa tournée mondiale et est arrivé à Paris. Pour débuter, les artistes ont offert un joli cadeau à leur public, un classique français. Pour l'intégralité de l'émission, une personne du staff parlant français était présente, histoire que la foule puisse suivre un peu, même si malheureusement tout n'était pas traduit. Je m'appelle Mina Son, je suis ancienne présentatrice sur KBS. J'espère que vous allez passer une magnifique soirée avec nous. Merci. Le premier groupe à se lancer fut U-Kiss, qui ont très bien ouvert le bal en mettant le feu sur scène. Nous n'avons pas eu le droit de filmer les autres artistes, à part celles qui clôturaient le show, les fameuses Girls' Generation, dont l'album est sorti en France chez Polydor le 16 février. Un concert important pour les filles et surtout pour Suyeon dont c'était l'anniversaire. Malgré une prestation impeccable, les filles ont été victimes de petits soucis techniques qui auraient pu nous faire croire que l'ingé son s'était endormi sur ses fadeurs. Même si au final tout le monde a pleinement profité de l'événement, les avis restent mitigés. Franchement c'était génial. Moi je trouve que c'est bien qu'ils soient venus en France comme ça, parce que ça enlève les frontières entre la Corée et la France, et s'ils pouvaient venir plus souvent ce serait bien, je pense. J'ai beaucoup aimé bien sûr, mais je trouve ça moins impressionnant en fait qu'au concert de la SM Town. Il y a moins de trucs, c'est peut-être moins organisé, il y a moins de trucs, je trouve ça moins bien, mais bon. Mais c'était mortel. C'était fantastique, c'était génial. J'ai plus de voix. Non, c'était vraiment bien, enfin sans gros plus. J'ai moins eu d'étoiles dans les yeux que pour le SM Town, mais c'était sympa. Là franchement j'ai vu J-Sop, j'ai vu Soyeon, ça y est je suis heureux. Ils chantent moins de chansons, il y a beaucoup de passages qui sont coupés, mais malgré ça c'est quand même très bien. Je sais pas, peut-être moins d'effets spéciaux, moins proche des artistes aussi. Bercy c'est grand donc... Certains auraient préféré un show plus grandiose et on ne peut pas leur en vouloir quand on pense au prix du billet qui s'élevait à presque 90 € pour une place en fosse. Ce prix et le fait que le concert ait eu lieu en pleine semaine justifient en grande partie les places restées vides dans la salle. Le concert s'est achevé sur un tube coréen repris en chœur par tous les artistes sur scène, un tube connu aussi de tous les fans de J-pop, puisque c'est le célèbre DJ Osma qui l'a repris au Japon sous le titre Age Age Every Night. Merci beaucoup. We'll be back very soon.
Et voilà, c'est fini. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je voudrais juste rajouter une petite info bonus concernant DJ Ozma. On le reconnaît peut-être pas comme ça, mais il s'agit en fait d'Ayanoko Jisho, la même personne qui fait Kishidan. Et il y a plusieurs personnages comme ça qui n'ont rien à voir les uns avec les autres au Japon. Et maintenant, j'espère que vous aurez tous les chansons aux Champs-Élysées dans la tête, parce que moi pendant 3 jours, j'ai fait ce reportage sur 3 jours et je l'avais dans la tête tous les jours. C'était horrible. On commence les concerts avec DJ Livetune qui sera ce week-end à Japan Expo Sud. En fait, Livetune c'est KZ. Il est connu pour avoir composé la mélodie de la chanson Irony des Clarisse et pour faire de nombreuses chansons avec le vocaloïde Hatsune Miku. En tant que Livetune, il ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Son concert sera le 2 mars. Le lendemain, le 3 mars, c'est la jeune Aki Akane qui donnera un concert à Japan Expo Sud. Il s'agira même d'un featuring avec DJ Livetune. Je vous rappelle qu'elle est aussi connue pour avoir un sacré coup de crayon, ce show devrait a priori exploiter ce talent. Le duo Wotaku World Wave sera en concert à Japan Event. Ce sera le 10 mars à Saint-Etienne, donc si vous n'êtes pas loin, ne perdez pas cette occasion de vous divertir en musique dans une ambiance bon enfant. Le duo Ego Rapping sera en concert à Paris durant 5 jours. Le 13 et 15 mars, ils seront à la Cité internationale Maison du Japon et le 14 au théâtre de la Cité U La Coupole. Sur ces 3 dates, ils auront pour guest Moriarty et enfin, le 20 et 21 mars, ils seront au China Club avec Scotch et Sofa. On termine les concerts avec Drill Dan qui se prépare pour leur tournée européenne. Déjà 5 dates de prévues en France, dont le 2 avril à Paris au Club et le 3 au Kawaii Café toujours à Paris pour leur release party. Fans de rock, notez bien ces dates. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez du Sansana, parce que ça faisait longtemps que vous en vouliez, du mollet qui vous rappelle un petit peu l'été qui arrivera sûrement bientôt. Et bien là, ce sera carrément un énorme medley, c'est le Okinawa Minyo Medley, avec donc plein de petites chansons traditionnelles d'Okinawa qui sont bien sympathiques. Il y aura aussi Ato Sensei avec le clip Hane, qui est leur tout dernier clip si je ne m'abuse. Il y aura aussi Amazarashi avec Anomi, ainsi que Kubota Toshinobu, dont on avait déjà un clip à l'antenne qui est arrivé il y a quelques temps. Là, c'est le dernier en date, je crois aussi, Koeni Dekinai, donc une merveilleuse chanson d'amour. Il y aura également Chaku avec Hateshina Sora. Donc Chaku, c'est un artiste que je vous avais présenté déjà dans les releases il y a quelques semaines. C'est un artiste signé chez Bishi Bishi. Il y a aussi, Ochugen. Ochugen, en fait, c'est un duo entre Atari Kosuke, que vous connaissez bien maintenant sur l'antenne de No Life, et de Hajime Chitose. Donc en fait, Hajime Chitose, c'est un petit peu la même personne que Atari Kosuke, mais en version fille. Ils ont la même technique de chant, un petit peu comme les Sansana. Ouh, ça fait beaucoup de trucs d'Okinawa dans ces nouveautés. Et donc, ils chantent ensemble pour la chanson Haru no Yuko Odo. Et c'est une chanson très très mignonne, très jolie. Je l'aime bien. Elle rappelle un petit peu le printemps, qui devrait pas trop tarder non plus. Il y aura le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Angela Aki. J'adore Angela Aki et Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki, une chanson qui sent plutôt l'hiver. Et je crois, parce qu'aux sonorités, on dirait presque une reprise d'une chanson de Enka. Et elle la joue au piano, vous savez, c'est super théâtral, Angela Aki. Elle est là, ta 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 ta. Et la chanson est vraiment très très belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente que cette chanson arrive à l'antenne. Pensez à voter pour le J-Top. On se retrouve la semaine prochaine dans Auto. Je vous fais des bisous. Bye. だけどばかりに津軽海峡冬景色On a explosé les vues avec ce 120%. Alex, mais vous avez mis le screenshot du premier plateau de 120% alors qu'il fallait mettre la photo du chaton. C'est ça qui attire les gens. Après les gens ils vont dire que j'ai eu tort alors que j'ai raison. On savait pas, Davy, on connaît pas bien les chatons. Ah ouais, oui, je vois bien que vous connaissez rien aux chatons, super. Donc comment vous voulez faire une chaîne que les gens regardent si vous savez pas gérer les chatons? Je suis désolé.
今僕はどうすりゃいい